Mes chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne pour une révélation explosive qui secoue l'Afrique et le monde entier. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'événement le plus audacieux de la résistance technologique africaine. En mars 2024, sous le ciel brûlant de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a orchestré un geste sans précédent. 287 antennes Starlink réduites en cendres en 72 heures. Un acte de défiance contre l'espionnage, une déclaration de guerre numérique, un message puissant aux géants technologiques occidentaux. Le Burkina Faso vient de fracasser les chaînes de la dépendance satellitaire. Cette histoire explosive va vous choquer, vous inspirer, peut-être même vous indigner. Mais avant de découvrir tous les détails de cette révolution numérique, n'oubliez pas de laisser un like massif et de vous abonner à notre chaîne en activant la cloche de notification. Vous ne voudrez manquer aucune de nos analyses percutantes sur la souveraineté africaine. Restez avec nous, car ce qui va suivre va redéfinir votre compréhension de l'indépendance technologique en Afrique. Dans la chaleur étouffante de mars 2024, sous le ciel implacable de Ouagadougou, une scène extraordinaire s'est déroulée qui restera gravée dans l'histoire de la résistance technologique africaine. Sur une vaste esplanade militaire sécurisée, entourée de soldats lourdement armés et de techniciens en combinaison de protection, 287 antennes paraboliques Starlink ont été méthodiquement empilées, arrosées de carburant et réduites en cendres. Les flammes s'élevaient dans le ciel burkinabé comme un phare de défiance, transformant ces équipements ultramodernes en symbole d'une nouvelle doctrine de souveraineté numérique. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé, observait cette destruction calculée avec une détermination froide, conscient que ce geste dépasserait largement les frontières de son pays. Cette décision radicale n'était pas un acte de barbarie technologique, mais une réponse stratégique à ce que les autorités burkinabées qualifient d'espionnage systématique orchestré par des puissances étrangères. Pour comprendre cette rupture spectaculaire, il faut remonter aux semaines précédant cet événement, lorsque les services de renseignement militaire burkinabés ont découvert des anomalies troublantes dans les flux de données transitant par les satellites Starlink installés sur le territoire national. Les enquêtes menées par les experts en cybersécurité du Conseil national de transition ont révélé que certaines communications stratégiques, notamment celles concernant les mouvements de troupes dans les zones de conflit contre les groupes djihadistes, étaient interceptées et redirigées vers des serveurs localisés en Virginie, au siège de l'agence de renseignement américaine. Ces découvertes alarmantes ont été confirmées par des analyses indépendantes commandées auprès de spécialistes russes et chinois qui ont identifié des portes dérobées cachées dans les protocoles de communication des terminaux Starlink. Ibrahim Traoré, ancien officier du renseignement militaire formé à l'analyse des menaces hybrides, a immédiatement saisi la dimension géopolitique de cette infiltration technologique. Pour lui, accepter passivement cette surveillance équivalait à abandonner la souveraineté nationale au profit d'intérêts étrangers qui ne cherchent qu'à maintenir l'Afrique dans une posture de dépendance permanente. La phrase qu'il a prononcée lors de la conférence de presse annonçant la destruction des antennes est devenue le mantra d'une génération de panafricanistes numériques. Nous ne refusons pas la modernité, nous refusons l'espionnage déguisé en progrès technologique. Cette déclaration résumait parfaitement la tension entre le désir légitime d'accéder aux technologies de pointe et la nécessité impérieuse de protéger l'autonomie décisionnelle nationale. Le processus de destruction lui-même a été méticuleusement planifié pour maximiser son impact symbolique tout en respectant certaines normes de sécurité environnementale. Les antennes ont été démontées par des équipes spécialisées qui ont pris soin de séparer les composants électroniques toxiques des structures métalliques recyclables. Les batteries au lithium ont été extraites et stockées dans des containers sécurisés pour éviter tout risque d'explosion ou de contamination des sols. Les circuits imprimés contenant des métaux précieux ont été isolés pour être éventuellement recyclés dans le cadre d'un programme national de récupération des déchets électroniques. Seules les structures externes, les paraboles et les supports en aluminium ont été soumis à l'incinération publique, créant ce spectacle visuel qui a fait le tour du monde en quelques heures grâce aux réseaux sociaux et aux médias panafricains. Cette mise en scène calculée n'était pas gratuite. Elle visait à envoyer un message clair aux multinationales technologiques et aux gouvernements occidentaux qui les soutiennent. Le Burkina Faso, malgré sa taille modeste et ses ressources limitées, refusait de se soumettre à la nouvelle forme de colonialisme que représente le contrôle des infrastructures numériques par des acteurs étrangers non régulés. Les accusations précises formulées par le gouvernement burkinabé contre Starlink reposent sur des éléments de preuve que les autorités affirment avoir collectés au cours de plusieurs mois d'enquête discrète. Selon les documents présentés lors de briefings confidentiels avec des journalistes africains sélectionnés, les métadonnées des communications transitant par les satellites d'Elon Musk auraient été systématiquement copiées et transmises à des serveurs du Pentagone américain, mais également partagées avec les services de renseignement israéliens et français. Cette triangulation de l'espionnage reflète, selon les analystes burkinabés, la nature complexe des alliances militaires occidentales et moyen-orientales qui considèrent l'Afrique sahélienne comme un théâtre d'opérations permanent. Les preuves incluent des captures d'écran montrant des connexions suspectes établies depuis des terminaux Starlink vers des adresses IP associées à des installations militaires américaines en Allemagne et en Italie.
Des techniciens burkinabés ont également identifié des paquets de données cryptées sortant des équipements Starlink en dehors des heures d'utilisation normales, suggérant une activité de collecte automatisée d'informations. Ces révélations ont été partiellement confirmées par des lanceurs d'alerte travaillant pour des sous-traitants de SpaceX, qui ont témoigné anonymement auprès de médias alternatifs que certaines fonctionnalités de surveillance étaient effectivement intégrées dans les systèmes Starlink déployés en zone de conflit. La réaction internationale à cette destruction spectaculaire a été immédiate et prévisiblement polarisée selon les lignes de fracture géopolitiques actuelles. Les États-Unis, par la voix de leur ambassadeur au Burkina Faso, ont qualifié cet acte de destruction irresponsable d'infrastructures de communication civile et ont menacé de sanctions économiques ciblées contre les responsables de cette décision. Le département d'État américain a publié un communiqué déplorant l'hostilité croissante envers les investissements technologiques occidentaux en Afrique de l'Ouest et avertissant que de telles actions compromettraient le développement économique de la région. La France, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, a exprimé sa profonde préoccupation face à ce qu'elle considère comme une dérive autoritaire du régime de Traoré, qualifiant la destruction des antennes de gestes symboliques sans fondement technique. L'Union européenne a adopté une position plus nuancée, appelant au dialogue tout en soulignant l'importance du respect des contrats commerciaux internationaux. En revanche, la Russie et la Chine ont salué cette décision comme une expression légitime de souveraineté nationale, Pékin proposant immédiatement son assistance pour développer des alternatives technologiques africaines aux systèmes occidentaux. Les médias panafricains ont largement célébré le courage de Traoré, voyant dans son geste une inspiration pour d'autres nations africaines fatiguées de la domination technologique occidentale. L'onde de choc provoquée par la décision burkinabé s'est rapidement propagée à travers le Sahel et au-delà, créant ce que les observateurs appellent désormais l'effet Traoré dans la gouvernance numérique africaine. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a ordonné un audit complet de tous les équipements de communication satellitaire opérant sur le territoire malien, avec un moratoire temporaire sur l'installation de nouvelles antennes Starlink en attendant les résultats de cette enquête. Le Niger, dirigé par le général Abdourahmane Tiani depuis le coup d'État de juillet 2023, a annoncé la création d'une commission nationale de sécurité numérique chargée d'évaluer les risques d'espionnage liés aux technologies de communication étrangères. Le Tchad, traditionnellement plus proche de la France, a néanmoins manifesté son intérêt pour des solutions alternatives en matière de connectivité satellitaire, ouvrant des négociations avec des entreprises chinoises et russes. Même des pays généralement alignés sur l'Occident comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont commencé à poser des questions embarrassantes sur la transparence des opérations de Starlink sur leur territoire. Cette cascade de réactions révèle une anxiété profonde et partagée concernant la vulnérabilité stratégique créée par la dépendance aux infrastructures numériques contrôlées par des acteurs étrangers peu régulés et potentiellement hostiles aux intérêts africains. Les experts en géopolitique numérique parlent désormais d'une doctrine Traoré qui pourrait redéfinir les relations entre l'Afrique et les géants technologiques mondiaux. Cette doctrine émergente repose sur un principe simple mais révolutionnaire dans le contexte africain. Aucune technologie ne doit être adoptée si elle compromet la souveraineté nationale, quelle que soit son efficacité technique ou son coût attractif. Ce principe constitue une rupture radicale avec les décennies de dépendance technologique qui ont caractérisé le développement africain depuis les indépendances des années 1960. Pendant trop longtemps, les gouvernements africains ont accepté sans questionnement les solutions technologiques proposées par les entreprises occidentales, motivés par l'urgence de combler le retard numérique et séduits par les promesses de développement rapide. Cette approche a créé une vulnérabilité structurelle où les infrastructures critiques de communication, de paiement électronique, de gestion des données gouvernementales et même de défense nationale reposent sur des systèmes conçus, contrôlés et potentiellement manipulés par des acteurs étrangers. La doctrine Traoré inverse cette logique en posant la souveraineté comme condition préalable non négociable à tout déploiement technologique. Elle reconnaît que dans le monde contemporain, la souveraineté ne se limite plus au contrôle territorial traditionnel mais s'étend au cyberespace, aux flux de données et aux infrastructures de communication. Un pays peut avoir des frontières sécurisées et une armée puissante, mais si ses communications sont interceptées et ses données siphonnées par des puissances étrangères, sa souveraineté reste illusoire et vulnérable. Cependant, cette quête d'indépendance numérique impose des coûts considérables que le Burkina Faso commence à ressentir dans tous les secteurs de son économie. Les coupures Internet sont devenues fréquentes dans les zones qui dépendaient exclusivement de la connectivité Starlink, particulièrement dans les régions rurales et semi-urbaines où les alternatives sont inexistantes ou insuffisantes. Les entreprises technologiques burkinabais, qui avaient investi massivement dans des services basés sur la connectivité satellite, ont vu leur activité chuter brutalement, avec des pertes estimées à 12% du chiffre d'affaires du secteur en seulement 3 mois. Les startups spécialisées dans l'agriculture de précision, qui utilisaient les données satellitaires pour optimiser l'irrigation et la fertilisation, ont dû suspendre leurs opérations, affectant des milliers d'agriculteurs qui comptaient sur ces services pour améliorer leur rendement.
Les écoles rurales qui avaient commencé à offrir des cours en ligne grâce à la connectivité Starlink ont dû revenir aux méthodes traditionnelles d'enseignement, privant des milliers d'étudiants d'accès à des ressources éducatives numériques. Les tensions diplomatiques se sont également intensifiées, avec des menaces de sanctions économiques et l'annulation de plusieurs programmes de coopération internationale. Les investisseurs étrangers ont manifesté leur inquiétude face à ce qu'ils perçoivent comme une imprévisibilité réglementaire, certains menaçant de retirer leurs capitaux du pays. Ces coûts économiques et sociaux alimentent un débat interne au Burkina Faso sur le prix acceptable de la souveraineté numérique. Face à ces défis, Ibrahim Traoré a lancé le projet ambitieux Soleil numérique, une initiative qui vise à construire une infrastructure de communication entièrement contrôlée par le Burkina Faso et potentiellement partagée avec d'autres nations africaines partageant les mêmes préoccupations de souveraineté. Ce projet prévoit le développement et le lancement d'un satellite de communication burkinabé, conçu et fabriqué avec l'assistance technique de partenaires stratégiques comme la Russie et la Chine, mais dont le contrôle opérationnel resterait exclusivement burkinabé. Les ingénieurs burkinabés sont actuellement en formation intensive dans des centres spécialisés à Moscou et à Pékin, apprenant les technologies spatiales et les systèmes de communication satellitaire. Le gouvernement a alloué un budget initial de 150 millions de dollars à ce projet, financé partiellement par la réorientation des ressources minières du pays et des prêts concessionnels accordés par des alliés stratégiques. Le satellite, baptisé provisoirement Mogo Nahaba en hommage au titre traditionnel de l'empereur Mossi, devrait être lancé d'ici 3 à 5 ans si le calendrier ambitieux est respecté. Au-delà de l'aspect technique, Soleil numérique représente une déclaration d'intention géopolitique. Le Burkina Faso, et par extension l'Afrique, peuvent développer leurs propres capacités technologiques sans dépendre éternellement des monopoles occidentaux. Cette vision inspire une nouvelle génération de jeunes Africains qui voient dans la maîtrise technologique la clé de l'émancipation définitive du continent face aux anciennes puissances coloniales et aux nouveaux impérialismes numériques qui cherchent à perpétuer la domination sous de nouvelles formes plus subtiles mais tout aussi efficaces. La question de la souveraineté numérique en Afrique s'inscrit dans un contexte géopolitique global caractérisé par une compétition féroce entre les grandes puissances pour le contrôle des infrastructures technologiques mondiales. Cette bataille pour la domination numérique a transformé les câbles sous-marins, les satellites de communication, les centres de données et les protocoles Internet en enjeux stratégiques comparables au contrôle des routes maritimes et des ressources énergétiques qui ont défini les conflits du XXe siècle. Les États-Unis, à travers leurs géants technologiques comme Google, Amazon, Microsoft, Facebook et maintenant SpaceX avec Starlink, ont longtemps dominé l'architecture globale d'Internet et des communications numériques. Cette domination leur confère un avantage stratégique considérable en termes de collecte de renseignements, d'influence culturelle et de contrôle économique sur les flux d'informations mondiaux. La Chine a développé une alternative impressionnante avec son projet de route de la soie numérique, déployant massivement des infrastructures de communication à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, offrant des technologies comme la 5G de Huawei et des satellites de communication à des prix compétitifs. La Russie, bien que disposant de capacités plus limitées, cherche également à étendre son influence technologique, particulièrement dans les domaines de la cybersécurité et des systèmes de communication militaire. Dans ce grand jeu géopolitique, l'Afrique occupe une position paradoxale de client convoité et de terrain de bataille par procuration. Le continent représente le dernier grand marché de connectivité inexploité, avec plus d'1 milliard de personnes encore dépourvues d'accès Internet fiable et abordable. Cette réalité démographique attire massivement les investissements des géants technologiques mondiaux qui voient dans l'Afrique l'opportunité de croissance la plus importante pour les décennies à venir. Simultanément, le continent abrite des ressources stratégiques essentielles à la fabrication des technologies numériques, notamment les métaux rares utilisés dans les batteries, les circuits électroniques et les écrans. Le cobalt de République démocratique du Congo, le lithium du Zimbabwe, le tantal du Rwanda et les terres rares dispersées à travers plusieurs pays africains sont devenus des ressources aussi convoitées que le pétrole l'était au siècle dernier. Cette double importance, comme marché de consommation et source de matières premières critiques, place l'Afrique au centre des rivalités technologiques mondiales. Les puissances concurrentes cherchent à sécuriser leur accès au marché et aux ressources africaines en proposant des investissements massifs dans les infrastructures numériques, créant une situation où les gouvernements africains doivent naviguer prudemment entre des offres alléchantes qui masquent souvent des agendas géopolitiques complexes et potentiellement contradictoires avec les intérêts à long terme du continent. Les stratégies déployées par les différentes puissances technologiques en Afrique révèlent des approches distinctes qui reflètent leurs modèles économiques et leurs objectifs géopolitiques respectifs. Les États-Unis privilégient une approche de marché libre où les entreprises privées comme Starlink, Google et Facebook investissent directement en Afrique, souvent avec le soutien discret mais efficace des agences gouvernementales américaines qui voient dans ces déploiements une extension de l'influence stratégique américaine. Cette approche présente l'avantage d'offrir des technologies de pointe et une intégration rapide dans l'écosystème numérique global dominé par les standards américains. Cependant, elle crée également une dépendance structurelle difficile à inverser une fois établie,
et soulève des questions légitimes sur la protection des données et la surveillance potentielle. La Chine adopte une stratégie différente, centrée sur le financement public massif d'infrastructures physiques, câbles sous-marins, tours de télécommunications, centres de données, offerts à des conditions financières avantageuses dans le cadre de l'initiative Belt and Road. Cette approche infrastructure-centrée permet aux gouvernements africains de maintenir théoriquement plus de contrôle sur leur système de communication tout en créant une dépendance technologique et financière envers Pékin. Les technologies chinoises sont souvent moins chères que leurs équivalents occidentaux, mais soulèvent également des préoccupations concernant la sécurité et la possibilité de portes dérobées permettant l'espionnage. La Russie, avec des ressources plus limitées, concentre ses efforts sur les partenariats de sécurité et de défense, offrant des technologies de cybersécurité et de communication militaire aux gouvernements africains confrontés à des menaces terroristes ou à des contestations internes. Les conséquences de cette compétition géopolitique pour les nations africaines sont profondes et multidimensionnelles, touchant la sécurité nationale, le développement économique, la vie privée des citoyens et l'autonomie politique des États. Chaque choix technologique effectué aujourd'hui par un gouvernement africain crée des dépendances qui persisteront pendant des décennies et influenceront les marges de manœuvre politiques disponibles dans le futur. Un pays qui construit son infrastructure de communication sur des technologies américaines se retrouve potentiellement vulnérable aux sanctions et aux pressions diplomatiques de Washington, comme l'ont découvert plusieurs nations ayant tenté de s'opposer à la politique étrangère américaine. De même, une dépendance excessive aux technologies chinoises peut limiter la capacité d'un gouvernement africain à critiquer les pratiques de Pékin ou à poursuivre des politiques jugées contraires aux intérêts chinois. Au-delà de ces considérations géopolitiques, la question de la vie privée des citoyens africains se pose avec acuité lorsque leurs données personnelles, leurs communications et leurs activités en ligne transitent par des serveurs et des systèmes contrôlés par des gouvernements et des entreprises étrangères qui n'ont aucune obligation légale de respecter les lois africaines sur la protection des données. Les récentes révélations sur les programmes de surveillance de masse menés par les agences de renseignement occidentales, notamment celle d'Edward Snowden concernant la NSA américaine, ont démontré que même les citoyens des pays alliés font l'objet d'une collecte systématique d'informations personnelles. Face à ces défis complexes, plusieurs modèles alternatifs de gouvernance numérique émergent progressivement en Afrique, portés par des gouvernements, des organisations régionales et des acteurs de la société civile qui refusent l'alternative binaire entre domination américaine et dépendance chinoise. L'Union africaine a lancé plusieurs initiatives visant à développer une approche continentale coordonnée de la souveraineté numérique, notamment la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, adoptée en 2014 mais dont la mise en œuvre reste lente et inégale à travers le continent. Des organisations régionales comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la Communauté de l'Afrique de l'Est développent des cadres réglementaires communs pour faciliter les échanges de données transfrontaliers tout en protégeant la souveraineté numérique collective de leurs membres. Certains pays comme le Rwanda ont adopté une stratégie pragmatique de diversification, attirant simultanément des investissements américains, chinois, européens et même israéliens dans leur secteur technologique, jouant habilement sur la compétition entre ces acteurs pour maximiser les bénéfices tout en limitant la dépendance envers un seul fournisseur. D'autres nations comme l'Afrique du Sud et le Kenya développent des capacités technologiques domestiques significatives, avec des écosystèmes de start-up dynamiques et des institutions de recherche de qualité qui forment la base d'une industrie technologique africaine authentiquement locale. Ces efforts montrent qu'il existe des voies alternatives entre la soumission passive aux technologies étrangères et l'isolement autarcique prôné par les plus radicaux des souverainistes numériques. L'exemple particulièrement instructif du Rwanda mérite une attention détaillée car il illustre comment un petit pays africain peut naviguer efficacement dans les eaux complexes de la géopolitique numérique en adoptant une stratégie de diversification intelligente. Sous la direction de Paul Kagame, le Rwanda s'est positionné comme le Singapour de l'Afrique, investissant massivement dans les infrastructures numériques et l'éducation technologique tout en maintenant une politique étrangère pragmatique qui évite l'alignement exclusif sur une puissance particulière. Kigali abrite aujourd'hui des centres de données de Microsoft et de Liquid Telecom, des infrastructures de télécommunications chinoises de Huawei, des systèmes de paiement mobile développés en partenariat avec des entreprises sud-coréennes et des programmes de formation en cybersécurité soutenus par Israël. Cette diversification délibérée permet au Rwanda de bénéficier des technologies de pointe de chaque fournisseur tout en évitant une dépendance excessive qui pourrait compromettre son autonomie décisionnelle. Le gouvernement rwandais a également établi un cadre réglementaire robuste pour la protection des données et la cybersécurité, imposant des exigences strictes de localisation des données pour certains secteurs sensibles comme la santé et les finances. Cette approche a permis au Rwanda d'attirer des investissements technologiques massifs tout en maintenant un contrôle significatif sur ses infrastructures numériques critiques. Cependant, cette stratégie n'est pas sans limite ni critique. Elle nécessite des capacités administratives et techniques considérables pour négocier et superviser des partenariats complexes avec de multiples acteurs internationaux, capacité que peu de pays africains possèdent actuellement.
La question de la formation et du développement des capacités humaines constitue peut-être le défi le plus fondamental pour la souveraineté numérique africaine, car aucune infrastructure technologique ne peut être véritablement contrôlée sans une masse critique de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs et de décideurs politiques comprenant profondément les technologies en question. Actuellement, l'Afrique souffre d'un déficit massif en compétences numériques à tous les niveaux, depuis les techniciens capables de maintenir les infrastructures de base jusqu'aux chercheurs de pointe travaillant sur les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et la blockchain. Cette pénurie de compétences crée une dépendance perpétuelle envers les experts étrangers pour concevoir, déployer et maintenir les systèmes numériques critiques, perpétuant ainsi la vulnérabilité stratégique que la souveraineté numérique cherche justement à surmonter. Des initiatives prometteuses émergent progressivement à travers le continent pour combler ce fossé de compétences, notamment l'Université africaine des sciences et technologies basée à Abuja au Nigeria, qui forme des ingénieurs de haut niveau dans les technologies de pointe, et l'African Institute for Mathematical Science qui dispose de centres dans plusieurs pays africains formant des mathématiciens et des data scientists. Des programmes de formation en ligne comme Andela et Moringa School développent rapidement des compétences en programmation et en développement logiciel à travers le continent. Ces efforts doivent cependant être considérablement intensifiés et soutenus par des investissements publics massifs dans l'éducation scientifique et technique à tous les niveaux, depuis l'école primaire jusqu'au programme de doctorat, pour créer la base de capital humain nécessaire à une véritable autonomie technologique africaine. Le rôle de la diaspora africaine dans la construction de cette souveraineté numérique représente une ressource largement sous-exploitée qui pourrait transformer radicalement les capacités technologiques du continent. Des millions d'Africains hautement qualifiés travaillent actuellement dans les centres technologiques majeurs du monde, Silicon Valley, Londres, Paris, Pékin, Toronto, Bangalore, accumulant une expertise précieuse dans les technologies de pointe et les pratiques d'innovation les plus avancées. Mobiliser cette diaspora pour contribuer au développement technologique africain, que ce soit par des retours physiques, des investissements, du mentorat à distance ou des transferts de connaissances, pourrait accélérer significativement le rattrapage technologique du continent. Plusieurs pays africains ont commencé à développer des programmes spécifiques pour faciliter ces contributions, notamment le Ghana avec son programme Beyond the Return qui encourage les Africains de la diaspora à s'installer au Ghana et à y investir, et le Rwanda qui offre des incitations fiscales et administratives aux membres de la diaspora rwandaise souhaitant créer des entreprises technologiques au pays. Cependant, ces initiatives restent fragmentées et sous-financées, et beaucoup de membres de la diaspora africaine restent sceptiques face aux défis bureaucratiques, à l'instabilité politique et aux limitations d'infrastructures qui caractérisent encore de nombreux pays africains. Créer les conditions permettant à cette diaspora talentueuse de contribuer effectivement au développement technologique africain nécessite des réformes profondes dans la gouvernance, la transparence et la facilitation des affaires, transformations qui dépassent largement le seul secteur technologique. Les implications à long terme de ces dynamiques géopolitiques et technologiques pour l'avenir de l'Afrique sont véritablement existentielles, car elles détermineront si le continent peut finalement briser les cycles de dépendance qui ont caractérisé son histoire moderne ou si de nouvelles formes de néocolonialisme numérique remplaceront simplement. Face aux défis de dépendance technologique et aux préoccupations légitimes concernant l'espionnage et la surveillance, plusieurs pays africains développent progressivement des alternatives technologiques qui cherchent à combiner connectivité efficace et souveraineté nationale. Ces initiatives, encore fragiles et souvent sous-financées, représentent néanmoins les premières pierres d'un écosystème technologique africain authentiquement autonome. Le projet Soleil numérique du Burkina Faso, malgré son ambition audacieuse, n'est pas isolé mais s'inscrit dans une constellation d'efforts similaires à travers le continent. L'Algérie développe depuis plusieurs années son programme spatial national Al-Konsa, ayant déjà lancé plusieurs satellites de communication qui fournissent des services de télévision, d'Internet et de communication gouvernementale sécurisés. Le Nigeria, première économie africaine, investit massivement dans son agence spatiale Nikomsat et a déjà mis en orbite plusieurs satellites, bien que ces projets aient été confrontés à des défis techniques et financiers considérables. L'Afrique du Sud dispose de capacités spatiales significatives héritées de son programme d'armement de l'ère apartheid, maintenant réorienté vers des applications civiles et commerciales. L'Égypte a également développé des capacités satellitaires importantes en partenariat avec la Russie et la Chine. Ces projets nationaux commencent à converger vers des initiatives régionales et continentales plus ambitieuses qui pourraient transformer radicalement l'autonomie technologique africaine dans les décennies à venir, notamment l'African Space Agency lancée par l'Union africaine en 2023 avec l'ambition de coordonner les efforts spatiaux du continent et de développer des infrastructures satellitaires partagées accessibles à tous les pays membres, indépendamment de leur taille ou de leurs capacités financières individuelles. Au-delà des satellites et des infrastructures physiques, l'innovation logicielle africaine connaît une expansion remarquable qui remet en question les narratifs dominants sur la dépendance technologique du continent. Des hubs d'innovation technologique ont émergé dans des villes comme Lagos, Nairobi, Le Caire, Johannesburg, Accra et Kigali, créant des écosystèmes dynamiques où des entrepreneurs africains développent des solutions numériques adaptées aux réalités locales.
Le succès retentissant de M-Pesa au Kenya, système de paiement mobile qui a révolutionné l'inclusion financière en Afrique de l'Est et qui sert désormais de modèle mondial pour les services financiers numériques, démontre que l'innovation technologique africaine peut non seulement servir les besoins locaux mais également influencer les pratiques globales. Des plateformes comme Jumia, souvent qualifiées des Amazon africaines, ont adapté le modèle du commerce électronique aux défis spécifiques du continent, notamment les systèmes de paiement à la livraison qui répondent aux faibles taux de bancarisation et les réseaux de distribution décentralisés qui surmontent les infrastructures logistiques déficientes. Dans le secteur agricole, des startups comme Twiga Foods au Kenya et Aerobotics en Afrique du Sud utilisent l'intelligence artificielle et l'analyse de données pour optimiser les chaînes d'approvisionnement alimentaire et améliorer les rendements agricoles, démontrant que l'Afrique peut être à la pointe de l'innovation dans des domaines critiques pour son développement. Ces succès, bien que encore modestes comparés aux géants technologiques mondiaux, prouvent que le potentiel d'innovation africaine existe et peut prospérer avec les soutiens appropriés en termes de financement, d'infrastructures et de cadres réglementaires favorables. Le secteur de la cybersécurité africaine connaît également un développement accéléré, stimulé par la prise de conscience croissante des vulnérabilités créées par la dépendance aux technologies étrangères et par la multiplication des cyberattaques ciblant les institutions africaines. Des entreprises africaines spécialisées en cybersécurité émergent progressivement, développant des solutions adaptées aux menaces spécifiques auxquelles font face les organisations africaines, notamment les attaques financières sophistiquées ciblant les systèmes bancaires et de paiement mobile, l'espionnage industriel visant les secteurs extractifs stratégiques, et les campagnes de désinformation politique exploitant les réseaux sociaux pour déstabiliser les processus démocratiques. Des initiatives comme la CyberAfrica Alliance regroupent des experts africains en sécurité informatique pour partager les connaissances, développer des standards continentaux et former la prochaine génération de professionnels de la cybersécurité. Plusieurs universités africaines ont établi des programmes spécialisés en cybersécurité, notamment l'Université de Cape Town en Afrique du Sud, l'Université de Nairobi au Kenya et l'École supérieure multinationale des télécommunications à Dakar, formant les experts qui permettront aux institutions africaines de sécuriser leurs propres systèmes sans dépendre exclusivement de consultants étrangers dont les loyautés peuvent être questionnables. Les gouvernements africains organisent également des exercices de simulation de cyberattaques pour tester la résilience de leurs infrastructures critiques et développer des protocoles de réponse aux incidents de sécurité, reconnaissant que la souveraineté numérique nécessite non seulement des infrastructures contrôlées localement mais également la capacité de les défendre efficacement contre les menaces multiformes qui caractérisent le cyberespace contemporain. La question du financement de ces initiatives technologiques africaines reste cependant un obstacle majeur qui limite considérablement l'ampleur et la vitesse du développement de l'autonomie numérique du continent. Les budgets nationaux de recherche et développement technologique en Afrique sont généralement dérisoires comparés aux investissements massifs consentis par les États-Unis, la Chine, l'Europe ou même des pays asiatiques de taille moyenne comme la Corée du Sud ou Singapour. La plupart des pays africains consacrent moins d'1% de leur produit intérieur brut à la recherche et au développement dans tous les secteurs confondus, alors que les leaders technologiques mondiaux investissent régulièrement entre 2 et 4% spécifiquement dans les technologies numériques. Cette asymétrie de ressources crée un fossé technologique qui s'élargit continuellement, car l'innovation numérique suit une dynamique d'effet de réseau et d'économie d'échelle où ceux qui investissent massivement aujourd'hui accumulent des avantages exponentiels difficiles à rattraper ultérieurement. Le capital risque disponible pour les startups technologiques africaines, bien qu'en croissance ces dernières années, reste minuscule comparé aux sommes investies dans les écosystèmes technologiques d'Amérique du Nord, d'Europe ou d'Asie, limitant la capacité des entrepreneurs africains à développer leurs innovations à l'échelle nécessaire pour concurrencer efficacement les acteurs globaux. Les investisseurs internationaux restent souvent réticents à financer des projets technologiques africains en raison de perceptions de risques élevés, d'instabilité politique, de déficience en infrastructures et de marchés de taille limitée, créant un cercle vicieux où le manque d'investissement perpétue précisément les conditions qui justifient cette réticence. Pour briser ce cercle vicieux, l'éducation technologique de masse constitue un autre pilier fondamental de la stratégie africaine vers l'autonomie numérique, car aucune infrastructure ni aucun investissement ne peut compenser l'absence d'une population possédant les compétences nécessaires pour créer, utiliser et maintenir les technologies numériques. Des initiatives ambitieuses émergent à travers le continent pour intégrer la programmation informatique et les compétences numériques dans les curriculums scolaires dès le niveau primaire, reconnaissant que la littératie numérique est devenue aussi fondamentale que la lecture, l'écriture et le calcul dans le monde contemporain. Le Rwanda a lancé un programme national ambitieux visant à équiper toutes les écoles secondaires d'ordinateurs et de connexions Internet, formant simultanément les enseignants aux pédagogies numériques pour transformer effectivement l'apprentissage plutôt que de simplement introduire des équipements sous-utilisés. Le Kenya, l'Afrique du Sud et le Nigeria développent des plateformes d'apprentissage en ligne accessibles gratuitement qui permettent aux étudiants dans les zones rurales et défavorisées d'accéder à des ressources éducatives de qualité malgré les limitations des infrastructures scolaires physiques.
Des organisations non gouvernementales comme la Fondation Meltwater en Afrique de l'Ouest et Code for Africa forment intensivement des jeunes Africains aux compétences de programmation avancée, de data science et d'entrepreneuriat technologique, créant des viviers de talents qui alimentent progressivement l'écosystème des startups africaines. Des programmes de bourse ciblent spécifiquement les étudiants africains brillants pour des formations avancées en technologie de pointe dans les meilleures universités du continent et à l'étranger, avec des engagements de retour pour garantir que ces compétences bénéficient finalement au pays d'origine plutôt que de simplement alimenter la fuite des cerveaux qui a si longtemps privé l'Afrique de ses talents les plus prometteurs. La dimension de genre dans le développement technologique africain mérite une attention particulière car les femmes restent dramatiquement sous-représentées dans tous les aspects du secteur numérique africain, depuis les étudiants en informatique jusqu'aux entrepreneurs technologiques et aux professionnels de la cybersécurité. Cette exclusion des femmes de l'économie numérique représente non seulement une injustice flagrante mais également un gaspillage massif de potentiel humain qui retarde le développement technologique du continent. Des barrières culturelles persistantes découragent les jeunes filles africaines de poursuivre des études en sciences et technologies, véhiculant des stéréotypes selon lesquels ces domaines seraient naturellement masculins. L'accès limité des filles à l'éducation secondaire et supérieure dans de nombreuses régions africaines restreint mécaniquement le bassin de talents féminins disponible pour les carrières technologiques. Les environnements souvent hostiles ou inhospitaliers des entreprises technologiques et des espaces d'innovation découragent les femmes qui parviennent à surmonter les obstacles initiaux. Face à ces défis, des initiatives spécifiques émergent pour promouvoir la participation féminine dans le secteur technologique africain, notamment les réseaux comme Women in Tech Africa, les programmes de mentorat connectant des professionnels technologiques établis avec des jeunes femmes aspirant à ces carrières, les bootcamps de programmation exclusivement féminins qui créent des environnements d'apprentissage sécurisants et encourageants, et les fonds d'investissement dédiés aux entreprises technologiques fondées ou cofondées par des femmes. Ces efforts commencent à porter des fruits avec l'émergence de figures inspirantes comme Bethlehem Tila'a Alemu en Éthiopie qui a créé Sol Rebel, une entreprise sociale utilisant les technologies numériques pour transformer l'artisanat traditionnel, ou Iyinoluwa Aboyeji du Nigeria, cofondateur d'Andela et de Flutterwave, qui démontre le potentiel entrepreneurial féminin africain lorsque les opportunités appropriées sont créées. Les collaborations Sud-Sud représentent une voie prometteuse mais encore largement sous-exploitée pour accélérer le développement technologique africain en s'appuyant sur les expériences et les technologies de pays émergents qui ont récemment traversé des transformations similaires. L'Inde, avec son industrie logicielle florissante et son expérience dans le développement de solutions technologiques low-cost adaptées aux réalités de pays en développement, pourrait être un partenaire naturel pour l'Afrique dans le transfert de technologies et de savoir-faire. Des initiatives comme le Pan-African Network Project financé par l'Inde fournissent des services de télémédecine et d'éducation à distance à des pays africains, démontrant le potentiel de ces coopérations. Le Brésil possède une expertise significative dans les technologies agricoles adaptées aux climats tropicaux et dans les systèmes de paiement numérique qui pourraient grandement bénéficier aux pays africains confrontés à des défis similaires. Les pays d'Asie du Sud-Est comme la Malaisie et l'Indonésie ont développé des modèles intéressants de partenariat public-privé dans le secteur technologique et de politiques industrielles qui ont permis l'émergence d'industries locales compétitives. Ces collaborations Sud-Sud présentent l'avantage de relations potentiellement plus équilibrées que les partenariats Nord-Sud traditionnels, car les pays partenaires ont des niveaux de développement comparables et des intérêts moins asymétriques. Cependant, ces coopérations restent limitées par les capacités financières relativement modestes des pays émergents comparées aux ressources massives que peuvent mobiliser les États-Unis, la Chine ou l'Europe, et par l'absence d'infrastructures institutionnelles robustes pour faciliter ces échanges Sud-Sud de manière systématique plutôt qu'opportuniste. Les tensions entre l'aspiration à l'autonomie technologique et les réalités pragmatiques de la nécessité de connectivité immédiate créent des dilemmes difficiles pour les décideurs africains qui doivent équilibrer des objectifs à long terme de souveraineté avec des besoins urgents de développement économique et d'inclusion numérique. L'approche radicale d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso privilégie clairement la souveraineté même au prix de sacrifices économiques significatifs à court terme, partant du principe que l'autonomie stratégique justifie des coûts temporaires et que la dépendance technologique crée des vulnérabilités permanentes encore plus coûteuses à long terme. Cette position trouve de nombreux sympathisants parmi les panafricanistes et les nationalistes qui voient dans les technologies occidentales une continuation du projet colonial sous de nouvelles formes plus subtiles. Cependant, d'autres voix africaines, particulièrement dans les milieux économiques et entrepreneuriaux, argumentent que cette approche risque d'isoler l'Afrique des flux d'innovation globaux et de condamner le continent à un retard technologique permanent qui annulera précisément l'autonomie recherchée. Ces voix pragmatiques soulignent que les technologies numériques fonctionnent selon des logiques de réseau où la valeur augmente avec l'interconnexion et qu'un isolement volontaire réduirait dramatiquement les bénéfices que les citoyens africains peuvent tirer de la révolution numérique. Voilà mes amis, l'incroyable histoire d'Ibrahim Traoré et de sa décision révolutionnaire de brûler 287 antennes Starlink pour protéger la souveraineté du Burkina Faso. Un geste radical qui divise, un symbole puissant qui inspire, une doctrine nouvelle qui se propage à travers le continent africain.
Nous venons de découvrir ensemble comment un petit pays sahélien défie les satellites d'Elon Musk et remet en question la domination technologique occidentale. Cette bataille pour l'autonomie numérique ne fait que commencer et ses implications dépassent largement les frontières burkinabais. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vos commentaires enrichissent toujours nos débats et j'ai hâte de lire vos réflexions sur cette question complexe de souveraineté versus connectivité. N'oubliez surtout pas de laisser un like si cette analyse vous a plu et de partager cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent à l'avenir technologique de l'Afrique. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes explosives. À très bientôt pour de nouvelles révélations sur la renaissance numérique africaine.